Bonjour, ici Valérie Borde, fondatrice du Centre Déclic. Depuis 2019, nous préparons des conférences vulgarisées avec des chercheurs pour faciliter le dialogue entre les scientifiques et le public. Le Centre Déclic est principalement soutenu par les fonds de recherche du Québec et cette conférence vous est présentée par le GRIL, le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, dans le cadre de son programme Dialogue sur la communication scientifique auprès du grand public qui s'appelle Menaces sur les lacs. Donc aujourd'hui, on va parler d'une grande enquête qui est en cours sur les lacs au Canada avec Cindy Paquette, qui est étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Donc bonjour Cindy. Je vous présente Cindy pour commencer. Donc, Cindy est originaire des Laurentides, passionnée d'escalade et de sciences, puisqu'elle a donc commencé par un bac à l'Université de Montréal avant de poursuivre à la maîtrise et au doctorat à l'UQAM. Elle est membre du GRIL depuis 2014 et elle fait actuellement son doctorat sur le zooplancton dans les lacs canadiens. Et à ce titre-là, elle est membre du réseau Lake Pulse sur l'état de santé des lacs au Canada. Cindy, peut-être pour commencer, parmi tous les lacs que vous avez visités, c'est lequel votre préféré? Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, j'ai visité des centaines de lacs au Canada, mais malgré tout, mon lac préféré, ça reste un petit lac à Saint-Hippolyte dans les Laurentides appelé le lac Croche. L'Université de Montréal a une station de recherche là-bas et j'y ai passé beaucoup de temps pendant mes études, ce qui fait qu'il y a une importance particulière pour moi. C'est d'ailleurs lui qu'on voit là en arrière-plan sur la photo ici. D'accord. C'est à quel endroit dans les Laurentides à peu près? À Saint-Hippolyte. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on va parler de la santé des lacs au Canada. Donc pourriez-vous commencer par nous les présenter globalement, ces lacs dont on parle? Oui, alors on voit ici une carte de la distribution globale des lacs qui sont colorés en bleu. Puis on voit facilement que le Canada, c'est le pays qui a la plus grande superficie et la plus grande quantité de lacs au monde. En fait, le Canada a plus de 20 de l'eau douce au monde avec 1 million de lacs. Puis ces lacs-là ont une très grande valeur, en fait, au point de vue écologique, parce que c'est une grande ressource de la biodiversité. Les lacs sont importants aussi dans la distribution de l'eau à travers notre territoire. Nos lacs sont aussi importants d'un point de vue économique, hein, à cause de la pêche, la navigation, mais aussi à cause de l'eau potable. Et nos lacs sont aussi primordiaux d'un point de vue culturel et aussi pour nos loisirs. D'accord, ok. Par contre, avant les dernières quelques années, on n'avait pas de point de vue global sur l'état de santé de nos lacs au Canada. Donc, on se posait beaucoup de questions, comme par exemple, c'est quoi la qualité de l'eau? Est-ce que la vie est propice dans nos lacs? C'est quoi l'impact des activités humaines sur le territoire, sur les lacs? On ne savait pas comment nos lacs avaient évolué depuis les dernières années, ni comment ils continueraient d'évoluer dans le futur avec l'impact grandissant des activités humaines et des changements climatiques. D'accord. Donc jusqu'à présent, hein, vous les chercheurs, vous aviez comme des parties des réponses à ces questions-là, mais pas vraiment une vision globale, puis pas un portrait clair. Donc c'est ce qui a justifié le lancement du réseau Lake Pulse. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste, Lake Pulse? Oui, c'est ça. En fait, la juridiction des lacs au Canada appartient de façon indépendante à chacune des provinces et territoires qui s'occupent de faire la surveillance des lacs. Donc, c'est pas toutes les provinces et les territoires qui le font. Celles qui le font utilisent des techniques différentes et vont pas nécessairement partager les données entre elles, ce qui fait qu'on manquait vraiment de cohésion et de coordination dans nos efforts pour connaître l'état de santé des lacs canadiens. Donc, le réseau Lake Pulse a été créé en 2017, vraiment pour avoir un effort à l'échelle canadienne pour surveiller nos lacs. C'est un réseau qui est financé par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Ça regroupe donc 13 universités à travers le Canada et on collabore aussi avec 8 provinces et territoires, 2 départements fédéraux et 2 organismes à but non lucratif. D'accord. Puis, ces différents partenaires-là vont nous offrir leurs conseils, leur expertise, leurs connaissances pour nous aider dans notre travail pour établir un bilan de la santé des lacs au Canada. D'accord. Donc, pouvez-vous nous parler rapidement des chercheurs qui sont impliqués? Parce qu'au départ, c'est un projet de recherche, hein. Oui, en effet, il y a 17 chercheurs au Canada qui sont membres du réseau et chacun de ces chercheurs-là vont aussi avoir plusieurs étudiants qui travaillent sur le projet, ce qui fait qu'au final, on est quand même une grande équipe.
Mais chaque personne va travailler sur un aspect différent de l'eau, que ce soit au point de vue de la biodiversité, de l'effet des changements climatiques sur les lacs ou de différents polluants comme les métaux, les engrais, les produits chimiques qu'on va retrouver dans l'eau. D'accord. Parmi nos chercheurs ici, le Canada est bien représenté. On a beaucoup de membres qui font partie d'ailleurs du GRIL, le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie qui permet la tenue de... Le grill, c'est essentiellement des chercheurs du Québec hein, qui sont Principalement là-bas. du Québec, Oui. mais on a aussi des chercheurs quelques chercheurs dans d'autres provinces. D'accord. Ouais. D'accord. On voit ici Yannick Huot, qui est le directeur du projet Lake Pulse. Et pour ma part, j'ai fait mon doctorat en collaboration avec Béatrix Besner à l'UQAM et Irene Gugureeves à McGill. D'accord. Ok. Et quel est le plan de travail de l'ensemble des chercheurs? Parce que c'est une grande enquête, il faut avoir un peu un ordre de travail. Oui, alors on a trois objectifs principaux avec le projet Lake Pulse. Donc d'abord, on voulait établir un portrait national de la santé des lacs. Et pour ça, on a fait un échantillonnage de centaines de lacs à travers le Canada pour avoir une base de données sur nos lacs. Ensuite, on voulait quantifier c'était quoi les services rendus par les lacs. Donc, c'est quoi leur rôle dans le Canada? Est-ce que c'est pour la pêche? Est-ce que c'est plus pour l'eau potable, la baignade, etc.? Et on voulait ensuite faire des prévisions futures sur l'état de santé des lacs. Donc, pour ça, on peut utiliser des scénarios de changement climatique futur ou d'activités humaines qu'on prévoit qu'il y aura dans le futur au Canada et essayer d'établir comment les lacs vont évoluer dans les prochaines années. D'accord. Donc, ben, vous nous avez dit hein, tout à l'heure, il y a plus d'1 million de lacs. Évidemment, vous n'êtes pas allé dans 1 million de lacs. Mais parlez-nous un peu d'abord de cette vaste campagne d'échantillonnage. Comment est-ce que vous avez procédé donc, pour choisir les lacs? Oui, donc, comme notre première étape, c'était vraiment de bâtir une base de données nationale sur les lacs, mais on ne pouvait pas échantillonner chacun de nos lacs. Donc, on a utilisé différents critères pour sélectionner des lacs qui étaient représentatifs du Canada. Donc, d'abord, on voulait sélectionner des lacs qui étaient représentés sur tout le territoire du Canada. On voulait aussi avoir un gradient de grosseur de lac, mais on voulait surtout représenter l'impact humain qui varie beaucoup à travers le Canada. Et pour ça, on a regardé c'était quoi l'occupation humaine, donc les différents types d'activités humaines comme l'agriculture, la foresterie, l'urbanisation qu'on va avoir dans les bassins versants de chaque lac. Alors, un bassin versant, en fait, c'est le territoire où toute l'eau de surface va finir par s'écouler dans un lac. Donc, par exemple, l'eau de la pluie va éventuellement ruisseler ou s'infiltrer dans le sol et se retrouver dans le lac. Et durant ce chemin-là, elle va transporter avec elle tout ce qui va s'y mélanger. Donc, on va avoir, par exemple, les engrais, les pesticides, le sel routier qui va éventuellement se retrouver dans le lac, dans tout le territoire du bassin versant. Donc, toutes les activités humaines, en fait, qui ont cours dans le bassin versant, vont éventuellement, potentiellement affecter la qualité d'eau de notre lac. Alors, on a utilisé ces informations-là d'utilisation du sol et on peut voir ici la carte de l'occupation du sol au Canada. Et les points en orange représentent les zones où on a une utilisation du sol plus intense qui pourrait plus affecter nos lacs. Puis les points en vert, c'est là où on a un paysage plus naturel. Et en D'accord. utilisant cette information-là d'impact humain sur le territoire, on essaie d'avoir un gradient de lacs sélectionnés pour représenter tout le Canada en termes d'impact humain. D'accord. Oui, donc là, on voit il y a des zones qui sont, il y a vraiment des grosses différences d'un coin à un autre au Canada. Au final, quel lac avez-vous retenu pour Lake Pulse? Au final, c'est 164 lacs qui ont été échantillonnés au Canada. On a classé ces lacs-là en trois groupes de taille de lacs, des petits, des moyens et des grands lacs, puis aussi en trois groupes d'impact humain. Donc, on a des lacs où on a un impact humain plus élevé, qui sont représentés ici en rouge, alors qu'on a des lacs avec un impact humain plus faible, comme on voit ici en vert. Et D'accord. ces différents échantillonnages-là nous ont permis non seulement d'avoir une indication de la qualité d'eau dans chacun de nos lacs, mais aussi vraiment de voir à travers le Canada comment globalement l'utilisation du territoire va affecter nos lacs. D'accord. Tout ça, on voit le plan de travail. Vous, personnellement, vous avez quand même été très impliqué, comme d'autres chercheurs. Pouvez-vous nous raconter un peu votre travail de terrain? Comment on fait ça? Échantillonner 664 lacs, ça paraît absolument énorme. Oui, en fait, ça s'est fait sur 3 étés. Alors, durant ces 3 étés-là, on avait toujours 5 équipes de 4 personnes qui ont sillonné le Canada et un nouveau lac était échantillonné à chaque jour. Donc, pour ma part, j'ai participé aux 3 étés de terrain et j'ai visité 109 lacs, donc dans 6 provinces au Canada.
Ça s'est fait sur 24 semaines de terrain pendant les 3 étés. Donc, on voit ici les D'accord. points en rouge qui représentent les lacs que j'ai personnellement visités. Wow, toute une expédition en fait. Un lac par jour, là, faut pas traîner. Qu'est-ce que vous avez relevé comme information à chacun des lacs? Dans chacun des lacs, il y avait plus qu'une centaine de variables, en fait, qui étaient récoltées. Et là, ça va inclure le plancton, l'ADN, les nutriments, la couleur de l'eau, les pesticides, les bactéries. Et en fait, tout ce à quoi vous pouvez penser qui pourrait se retrouver dans l'eau a probablement été échantillonné par les courses, sauf les poissons, qui ne peuvent pas être échantillonnés d'un point de vue logistique. Donc, pour ça, on a utilisé des données de pêche de plusieurs de nos partenaires différents. Et D'accord. ensuite, nos échantillons d'eau étaient distribués à travers le Canada dans différents centres de recherche ou différentes universités pour étudier différentes caractéristiques de l'eau. D'accord, ok. Donc ça, tout ça, ça fait vraiment beaucoup de données pour caractériser la santé des lacs. Mais en même temps, la santé des lacs, c'est un concept assez large. Pour le regarder, pour l'évaluer, vous regardez notamment surtout le niveau d'eutrophisation. Qu'est-ce que c'est ça exactement, l'eutrophisation? Oui, c'est ça. Donc, on se rappelle que l'eutrophisation, c'est un phénomène naturel de vieillissement des lacs et normalement, ça se produit sur quelques dizaines de milliers d'années. Ça débute avec l'ajout de nutriments dans l'eau comme le nitrate et le phosphore qui vont arriver naturellement dans les lacs via les sols, l'eau ou l'air. Et cet apport graduel de nutriments-là va accélérer la croissance des plantes aquatiques et des algues. Et là, avec cette croissance accélérée-là, on a des changements graduellement qui se produisent dans les lacs d'un point de vue biologique, physique et chimique. L'eau va, par exemple, devenir plus trouble ou on va avoir une diminution d'oxygène dans la profondeur du lac qui va nuire à certaines espèces de poissons moins tolérantes, comme les truites. Et graduellement, le lac va se transformer peu à peu en un milieu plus humide comme une tourbière et va éventuellement s'assécher pour devenir une forêt. Et c'est un phénomène naturel qui, avec les activités humaines, va aller en s'accélérant. Donc, on va avoir un plus grand apport de nutriments provenant, par exemple, des champs d'agriculture ou des fosses septiques, qui va faire en sorte que l'eutrophisation transforme un lac oligotrophe en un lac eutrophe, va pouvoir se passer en seulement quelques dizaines d'années, au lieu de quelques dizaines de milliers d'années. D'accord. Oui, donc c'est vraiment une grosse accélération là. On parle d'un phénomène qui est plus du tout naturel à ce moment-là, hein. C'est ça, et on va avoir plusieurs impacts qui vont venir avec ça, donc des changements dans l'eau qui potentiellement seraient plus potables ou pourraient nuire à nos activités. Et on peut aussi, par exemple, avoir des proliférations de cyanobactéries qui sont toxiques pour les humains. Donc, l'eutrophisation, ça va vraiment être un indicateur qui va nous donner une idée globale de quel est l'état de santé de nos lacs. D'accord. Et donc finalement, alors avec cet échantillonnage, qu'est-ce que vous avez observé sur le niveau d'eutrophisation des lacs au Canada? Donc, pour chacun de nos 164 lacs, on a évalué c'était quoi le niveau d'eutrophisation qu'on appelle le statut trophique. Et c'est ce qu'on peut voir sur la carte ici. Donc, les points en rouge, c'est les lacs qui sont euh, plus vieux, entre guillemets, donc plus eutrophes, alors que les lacs oligotrophes, plus jeunes, plus en santé, apparaissent en vert. Puis, on D'accord. voit ici facilement que les régions du sud-est du Canada et de l'Ontario ont un peu de lacs plus eutrophes, et on a beaucoup de lacs plus eutrophes aussi dans les prairies au centre du Canada. Et si vous vous rappelez tantôt notre carte de l'utilisation du sol à travers le Canada, c'est les mêmes régions où on avait des activités humaines plus élevées. Donc, on voit qu'il peut y avoir un effet directement négatif des activités humaines sur la santé des lacs au Canada. Oui, donc c'est pas un phénomène qui se produit juste localement, là, globalement à l'échelle du Canada, partout où il y a une forte activité humaine, on a des lacs dont l'eau est de moins bonne qualité. Est-ce que là, vous avez essayé de voir aussi si ces changements dans la qualité de l'eau peuvent affecter la biodiversité dans les lacs, hein? On sait que c'est important, la biodiversité. Donc, vous, dans votre doctorat, vous êtes intéressé particulièrement au zooplancton. Alors, parlez-nous d'abord un peu de ce zooplancton. C'est quoi ces habitants des lacs qu'on voit pas trop quand on regarde pas de manière très précise comme vous le faites? Absolument. En fait, des zooplanctons, c'est des animaux qui sont microscopiques dans les lacs. Ça peut ressembler un peu à une crevette microscopique, mais en fait, on en a de toutes les formes et de toutes les couleurs dans nos lacs. Le zooplancton va manger le phytoplancton, qui sont des algues microscopiques faisant la photosynthèse dans nos lacs, et ils vont à leur tour se faire manger par les poissons. Euh, D'ailleurs, on dit là, que le zooplancton, c'est même le garde-manger des poissons à cause de leur rôle important dans la nourriture du poisson. Euh,
Et à cause de sa position au centre de la chaîne alimentaire des lacs, tous les changements dans le zooplancton peuvent éventuellement affecter toute la biodiversité et le fonctionnement d'un lac. Le zooplancton est aussi directement sensible à la qualité de l'eau et aux impacts humains, donc ça va être utilisé directement comme indicateur de qualité de l'eau. C'est un peu comme le canari qu'on utilisait dans les mines pour indiquer la présence de gaz toxiques. Là, le zooplancton va répondre rapidement aux perturbations dans les lacs et va donc pouvoir être utilisé comme indicateur précurseur d'un changement dans notre écosystème. Une autre caractéristique du zooplancton, c'est que certains groupes ont des carapaces qui peuvent se préserver dans les sédiments d'un lac pendant plusieurs centaines d'années. Donc, on peut ensuite retourner voir ces carapaces-là qui nous permettent d'étudier l'histoire des changements dans un lac dans son bassin versant. D'accord, ok. Donc, parmi tous les lacs que vous avez visités, vous avez récolté le zooplancton, hein, c'est ça? Oui, dans chacun des 664 lacs qu'on a échantillonnés, le zooplancton est récolté de deux façons. Donc, d'abord, on utilise un filet à maille très, très fine pour récolter le zooplancton dans la colonne d'eau. Ça nous permet de voir, au moment de l'échantillonnage, quelle espèce était présente et en quelle quantité. Donc, ça nous permet de voir, depuis les dernières semaines, comment la qualité de l'eau a affecté le zooplancton. D'accord. On peut aussi récolter des carottes de sédiments dans le fond du lac. Et ça nous permet d'étudier le zooplancton, justement, qui s'est préservé dans les sédiments. D'accord. Donc là, vous plongez soit donc le filet, soit ce tube-là jusque dans le fond du lac. Le filet, vous le remontez, vous ramassez finalement tout ce qui est dans l'eau sur le chemin, ce qu'on appelle la colonne d'eau. Puis le zooplancton qui est dans les sédiments, vous le retrouvez dans les carottes de sédiments. Et là, vous pouvez, avec ces carottes-là, donc littéralement remonter le temps et voir ce qu'il y avait dans le lac avant aujourd'hui, en fait. Ben, c'est ça, en fait, tout ce qui vit dans le lac va éventuellement mourir et se déposer graduellement dans le lac. Donc, on peut faire un peu l'équivalent de l'archéologie, mais dans les lacs. C'est-à-dire que plus on creuse au fond des sédiments, plus on retrouve des sédiments qui sont anciens, la boue plus ancienne, et on peut y retrouver des carapaces de zooplancton qui vivaient il y a des dizaines, des centaines d'années. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle la paléolimnologie. C'est donc la science qui nous permet d'étudier l'histoire grâce aux sédiments dans le fond des lacs. D'accord. Et vous n'avez pas besoin de creuser très, très, très profond hein, pour aller chercher ces carottes qui remontent dans le temps, là. Ça mesure à peu près combien de haut une carotte de sédiment, là? Ça dépend des régions au Québec. Donc, des régions, par exemple, au Canada, pardon, au Québec, on devait environ aller à une trentaine de centimètres de profondeur. Dans les prairies, c'est plus une cinquantaine, un peu moins dans l'ouest. D'accord. Et comment vous arrivez à voir les changements? Alors, au niveau du zooplancton, c'est surtout au microscope que j'ai fait mes études. Donc, on va isoler différentes sections de la boue et on va regarder ce qui s'y trouve au microscope. Donc, on peut voir ici des photos là, de carapaces de zooplancton potentiellement centenaires que j'ai vues dans les sédiments. Et on voit non seulement D'accord. du zooplancton, mais on peut aussi voir des algues microscopiques qui sont préservées dans les sédiments ou même du pollen. Il y a toutes sortes de choses qui s'y retrouvent. D'accord. Donc, c'est un vrai travail de moine, en fait, et d'identification, là, pour aller regarder exactement ce que vous voyez. Et qu'est-ce que ça a donné, ces analyses-là? Alors, dans mon projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le zooplancton qui était plus vers le bas de la sédiment, des carottes de sédiment, donc l'ère pré-industrielle. Alors, on regardait, il y a environ 150 années, quel groupe de zooplancton se trouvait dans les lacs. Et on comparait ça aux sédiments plus récents, donc les dernières années de déposition de sédiments. Et ce qu'on a vu, c'est une nette diminution de la diversité du zooplancton depuis l'ère pré-industrielle, mais surtout dans les lacs où on avait un plus grand impact humain dans le bassin versant, que ce soit au niveau de l'agriculture ou de l'urbanisation. C'est D'accord. donc une preuve là, que la biodiversité des lacs diminue actuellement au Canada et que c'est relié à nos activités humaines dans les bassins versants. Et après, à cause du rôle important du zooplancton dans la chaîne alimentaire, on peut facilement imaginer les conséquences que ça peut avoir sur le poisson, étant donné que c'est une source de nourriture importante pour eux. D'accord. Donc, c'est quand même un phénomène très inquiétant, là, parce que on le sait que la biodiversité est extrêmement importante. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ces résultats maintenant qu'on a ce constat qui est très, très clair? Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour améliorer les choses? En fait,
objectifs principaux de Lake Pulse, c'était de faire le pont entre nos données scientifiques et la politique. Donc, on voulait vraiment que nos résultats atteignent les influenceurs politiques, mais aussi le grand public avec nos résultats. Alors, on interagit étroitement avec nos partenaires d'un point de vue politique pour pouvoir éclairer la prise de décision. Un autre point important du Lake Pulse, c'est qu'on voulait que nos résultats de recherche soient accessibles et pouvoir les partager de façon conviviale au grand public, aux organismes de bassin versant, aux décideurs politiques, donc toute personne qui se soucie de la santé de nos lacs. Donc, pour ça, on a un portail web qui est présentement en construction, que vous pouvez quand même visiter au lakepulse.ca/lakeportal. Et là, c'est une façon pour nous de partager nos données avec le grand public. Et ça peut être utile pour toute personne qui veut vraiment se renseigner sur la qualité d'eau des lacs au Canada. Oui, hein, parce qu'on entend beaucoup parler des politiques basées sur des données probantes, etc. Mais il faut encore faut-il avoir accès à ces données probantes-là. Et finalement, c'est tout l'intérêt aussi de ce projet-là, qui est de donner accès véritablement de manière conviviale à ces données-là, à monsieur et madame tout le monde et aux politiciens également. Et ce portail-là, c'est littéralement une vraie mine d'or. Donc, pouvez-vous nous montrer peut-être en quelques diapos comment ça fonctionne? Oui, donc on a ici un aperçu de notre portail web. Donc, ça commence avec une carte du Canada où on voit chacun des petits points en bleu qui représentent les 664 lacs qu'on a échantillonnés avec Lake Pulse. D'accord. Après, on peut ajouter différentes informations sur la carte, comme des images satellites, ou ici, on voit l'impact humain sur le territoire dont on parlait tantôt. Alors, on voit ce grand impact humain-là en rouge, particulièrement dans le sud du Québec et de l'Ontario et dans le centre du Canada, alors que les zones plus naturelles sont montrées en vert. D'accord. Après, on peut aller jouer avec différents indicateurs de qualité d'eau qu'on a calculés avec le réseau Lake Pulse. Donc, par exemple, ici, on s'intéresse à la profondeur de Seki. Donc, c'est un indice de transparence ou de clarté d'eau. Alors ici, plus notre point va être gros, plus ça nous indique que le lac est transparent, donc potentiellement en meilleure santé. Et ce qu'on peut voir quand on compare ça à travers le Canada, c'est que les lacs de l'ouest du Canada, donc plus la Colombie-Britannique et le Yukon, ont des lacs particulièrement clairs par rapport aux lacs du centre du Canada qui sont un peu plus troubles, donc potentiellement en moins bonne santé. D'accord. Et est-ce qu'avec ça, on peut aussi aller regarder plus précisément certains lacs? Oui, donc comme ici, on a zoomé sur le sud du Québec. On voit là les villes de Montréal et de Sherbrooke. Puis tous les lacs qu'on a échantillonnés apparaissent ici en couleur sur la carte. Et on peut ensuite venir cliquer de façon interactive sur ces lacs-là. Donc, comme par exemple, ici, on est venu cliquer sur le lac Memphremagog et nous apparaît une fiche d'information sur le lac. Donc, on a différentes informations sur la géographie du lac, son statut d'eutrophisation dont on parlait tantôt. On voit une image satellite du lac entouré de son bassin versant. Et on peut ensuite comparer différents indicateurs de qualité d'eau entre le lac qui nous intéresse et les autres lacs de la province. Et ce qu'on peut voir là, ici, c'est l'utilisation du sol dans le bassin versant, donc les différentes activités humaines. Alors, on a ici les différents indicateurs d'activité humaine en différentes couleurs. Et on peut voir ici, là, par exemple, pour le lac Memphremagog, que presque 3/4 du lac est des terrains plus naturels, mais on a aussi un peu de pâturage ou d'urbanisation. D'accord. Donc ça permet vraiment à chaque personne qui est au bord d'un lac là d'aller voir les lacs de sa région, même si évidemment vous ne les avez pas tous échantillonnés. Ça permet de voir certains des lacs, comment est-ce qu'ils se situent par rapport au reste du Canada et quelle est leur problématique directement. Hein. Absolument. Puis je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le portail, essayer de jouer avec nos différents indicateurs de qualité d'eau. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ce site-là. Donc, je vous invite à aller le visiter. Sur notre site Internet aussi, lakepulse.ca, vous pouvez apprendre beaucoup d'informations sur la mission du réseau, nos différentes recherches et l'échantillonnage qu'on a fait à travers le Canada.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Cindy, pour cette présentation. C'est vraiment très intéressant de voir cette enquête qui est encore en construction, hein, mais qui nous amène de plus en plus d'informations sur les lacs. Donc, merci, Cindy, pour cette présentation. Merci également à nos partenaires, le groupe, donc groupe de recherche le GRIL, pardon, groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, dont vous voyez les coordonnées à l'écran, les fonds de recherche du Québec qui nous financent, nous, au Centre Déclic. Et puis, comme Cindy vous l'a dit, on vous redonne ici l'adresse si vous voulez aller consulter ce portail. Et je pense qu'on peut y aller régulièrement hein, parce que vous êtes encore à ajouter des données progressivement. Merci beaucoup. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Ne bougez pas, on vous revient tout de suite pour le direct pour vos questions à Cindy. Merci.